bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Odyssée Spatiale, votre podcast d'actualité et de sujets spatiaux premiers. Je ne dirai pas plus, Thomas l'a annoncé, donc je continue sur cette lancée. Bienvenue pour une nouvelle émission, donc l'épisode 8 de cette saison 6, mais tout de suite, générique. À tous de DDO, décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Décollage. Live long and prosper, Odyssée. Et on revient donc après ce magnifique générique pour une nouvelle émission avec Venturi Space France. Déjà, je vais accueillir mon cher Thomas parce que toujours avec moi. Bienvenue Thomas. Merci Simon, bonjour à toi. Merci de nous accueillir ici à Toulouse parce que oui, Venturi Space France est aussi implanté à Toulouse, mais on y reviendra. Mais pour commencer, on parle de Venturi Space, mais Venturi c'est avant tout aussi une question de voiture thermique à l'origine. Et après, vous vous êtes intéressé un petit peu, on peut dire, aux véhicules électriques et enfin aux véhicules lunaires. Tout ça en à peu près 40 ans. C'est quand même assez court. Est-ce que pour toi, il y a une suite logique à cette évolution ? On trouve une suite à chaque fois au hasard de la vie, j'allais dire. Alors c'est vrai qu'on connaît tous la marque Venturi comme étant une marque de voitures de luxe et de sport, en fait, à l'origine, hein, qui a eu ses jours de gloire, hein, bien sûr, et qu'on voit encore rouler d'ailleurs, qui a été donc racheté par Monsieur Pastor en 2000, pile en 2000, et qui a fait de cette marque en fait une entreprise dédiée à des démonstrateurs de technologie. Pour les véhicules électriques haute performance, on va dire. Donc on a développé vraiment des prototypes qui devaient être rapides, qui devaient être efficaces et fiables. Et grâce auquel justement on a pu avoir de beaux records, puisqu'on a eu le record de vitesse qui est toujours d'actualité, un record de vitesse toute catégorie, avec la VBB3, donc un Streamliner. Et puis même record de vitesse en deux roues, puisque M. Pastor a racheté la marque de moto Voxan, et on a aussi le record de vitesse deux roues Voxan. Et de là, à partir de là, le véhicule et on va dire les véhicules électriques qui se sont rapprochés du rêve de M. Pastor, qui a été aussi, comme nous, tous émerveillés par le spatial. On se dit, mais voilà, on va allier à la fois le spatial et les véhicules, et voilà pourquoi on se retrouve à faire des rovers. Et tu parlais des records de vitesse avec notamment des véhicules électriques. Tu peux rappeler les chiffres de vitesse ? Alors on a eu des vitesses de pointe assez impressionnantes. Il y en a une qui a atteint 575 km/h, donc pour un tout électrique, hein, on le rappelle, donc dans le silence le plus total, j'allais dire, on entendait le crissement du sel en dessous, puisque c'est au sol flat, hein, donc c'est aux États-Unis, et c'est impressionnant de voir cette fusée sur roue en fait d'étaler à fond à plus de 500 à l'heure sur le lac Salé. Et surtout quand on a des concurrents à côté qui font un bruit infernal, évidemment, avec des V8, etc. Et puis nous qui avons ce record donc en toute catégorie au niveau électrique, hein, bien sûr. Et on va approfondir le sujet des véhicules lunaires, spatiaux, mais vous visez un record de véhicules électriques sur le sol lunaire aussi ? Alors voilà, c'est vrai que c'est l'ADN de Venturi de faire de la performance. Et donc c'est un petit défi dans le défi, parce que c'est déjà un gros défi d'envoyer un rover sur la Lune. Ouais, parce que derrière, il y a quand même pas mal de défis à relever, hein, pour envoyer un engin qui soit fiable et qui puisse marcher autant de temps, puisqu'on répond à des cahiers des charges qui sont très très pointus. On est loin en fait du cahier des charges de l'époque, hein, des missions Apollo. Là on travaille sur quelque chose qui est à la fois endurant, mais aussi on voulait rajouter notre petite touche, notre Venturi Touch, on va dire, en essayant de battre un record, le record de vitesse bien entendu, qui est détenu évidemment par le rover Apollo à 17 km/h. Donc on devrait réussir à faire un peu plus. Dis-nous tout, vous visez combien ? Allez, soyons fous, 20 à l'heure, ce serait formidable. Mais, alors 20 à l'heure, c'est vrai que ça fait sourire évidemment ici sur Terre. Mais en fait, alors c'est pas tant la question de la vitesse que la question du relief et des conditions. Il faut rappeler qu'il y a des bosses, et puis la gravité n'est pas la même. Donc avec trop de vitesse et une bosse mal placée, c'est un coup à se désorbiter très très vite. Surtout. Alors, tu parles de boss, mais on parle plutôt de cratères de plusieurs dizaines, voire centaines de mètres parfois. Donc bon.
Effectivement, donc là, ça peut être assez méchant. Et d'ailleurs, les astronautes qui avaient utilisé ce rover sur place, quand il était arrivé à 17 à l'heure, avaient dit je ne m'amuserai pas à aller plus loin. Ils se sont fait des frayeurs, hein, même à 17 à l'heure. Donc là, on annonce, nous, 20, mais il faudrait arriver avec un système déjà comment ça s'appelle, de planification, on va dire, d'aplanissement du terrain. Et là, on pourra essayer de se taper. On va faire la piste d'abord. Et après, on verra. Mais vous avez donc des compétences en ingénierie dans des conditions extrêmes qui sont quand même assez poussées, on peut le dire. Tu as évoqué vos quelques records, et notamment une voiture qui, je crois, en comparaison de chevaux, est à quasiment 3000 chevaux, le véhicule, le Starliner dont tu parlais tout à l'heure. Est-ce que ces compétences très poussées en ingénierie vous sont concrètement utiles dans le développement de ce rover, de ces rovers lunaires? On va le détailler, mais comment voilà, cette technologie acquise sur les véhicules terrestres vous sert sur les véhicules extraterrestres, comme tu le disais, en l'occurrence lunaires? Alors, ce sont des technologies, effectivement, à partir desquelles on adapte effectivement le milieu lunaire, qui est vraiment complètement différent forcément du milieu terrestre. On a, pour les ingénieurs qui sont en particulier à Venturi Space France ici, on travaille beaucoup sur le monitoring, en fait, des systèmes qui vont être embarqués. Donc là, on parle effectivement de puissance et d'énergie au niveau des batteries en particulier qui sont embarquées. Alors, il y a eu des développements et des expertises qui ont été faites autour, par exemple, de l'isolation de la batterie. C'est déjà un sujet, hein. Bien sûr. On a besoin de se protéger évidemment de tout un tas de choses qui sont inimaginables évidemment sur Terre, mais on parle bien sûr de la température, mais on parle aussi du vide spatial, on parle des radiations. Enfin, c'est vraiment on parle aussi de l'abrasion du régolithe, forcément, qui est aussi un énorme sujet et qui est souvent, je pense, sous-estimé. Mais pour les connaisseurs qui sont là, qui travaillent en particulier à l'IRAP et au LAS, là, on a eu des discussions avec de grands experts, lune et régolithe en particulier, et qui n'arrêtent pas de nous prévenir à ce sujet. Donc on prend vraiment conscience du travail qu'il va falloir faire autour de cette fameuse abrasion du régolithe. Mais pour ce qui concerne toute l'ingénierie qu'on a et puis tout le savoir-faire, oui, on sait faire. Ce sont des gars qui sont issus à la fois de l'automotive en fait et du spatial. Et donc ces deux expertises en fait se réunissent et puis apprennent l'un de l'autre. Donc c'est hyper passionnant à voir pour essayer de faire finalement une automobile spatiale. Hein. On est bien d'accord sur le sujet, mais avec effectivement un travail sur comment préserver l'énergie au détriment de la puissance, alors que souvent ce qu'on a fait c'était surtout apporter de la puissance à nos batteries au détriment de l'énergie. Et finalement on avait besoin de faire des runs à l'époque très rapides mais avec un maximum de puissance, pardon. Alors qu'ici on essaie de garder l'énergie au maximum, la puissance on a besoin d'aller jusqu'à 20 km/h, donc voilà. Mais surtout le gros problème auquel on va se trouver confronté, c'est garder assez d'énergie pour passer les nuits lunaires. Et comme vous le savez, les prochaines missions seront sur le pôle Sud. On a des nuits qui vont durer très longtemps. 14 jours. Hein. On parle de la moitié en fait d'un cycle lunaire. Donc ça va être très long. Et là, à des températures qui peuvent descendre jusqu'à moins 200, voire encore moins, on sait tous que les batteries souffrent énormément du froid. D'où le fait que notre expertise en Antarctique et au Grand Nord canadien puisse nous servir justement dans ce cas de figure, justement à essayer de trouver l'isolation maximale et préserver toute cette énergie grâce à ces gars qui bossent d'arrache-pied, il faut bien le dire, pour trouver le bon curseur, on va dire, placer le curseur pile au bon endroit pour faire survivre tout l'engin pendant tout ce temps-là. Et tu le disais très bien, effectivement, c'est à la fois un prolongement et le contraire de ce que vous faisiez avant, sur l'aspect explosif avant de la puissance et de la vitesse, et là où vous êtes dans la retenue en termes d'énergie, mais aussi il faut que ça soit le plus fiable possible, comme tout véhicule auparavant. Venturi étant une marque française à l'origine, aujourd'hui c'est une marque monégasque, donc rachetée par Gildo Pastor, et vous avez différentes implantations qui développent différentes parties. Tu nous parlais notamment des batteries, on n'a pas encore parlé des roues, mais on va y revenir parce que c'est quand même un gros sujet, et vous êtes ici en France. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment vous fonctionnez à Venturi Space France et comment vous êtes dispatché, disons?
Alors effectivement, Venturi donc est dispatché, on va dire, en plusieurs entités. La maison mère, effectivement, c'est bien à Monaco qu'elle se trouve, Venturi Space Monaco. Eux sont plutôt dédiés à la partie énergie, justement, on en parlait, les batteries. Il y a un système d'assemblage, une usine d'assemblage, j'allais dire, qui se trouve donc dans les locaux de Venturi Space à Monaco. Donc eux sont dédiés à cette partie-là et aussi au châssis. Donc toute la plateforme en fait est faite là-bas. Pour la partie dédiée au train roulant, à la liaison sol, aux roues, c'est la partie qui se trouve en Suisse, avec des gars qui sont des experts en la matière et qui ont une longue expertise auprès comment ça s'appelle, d'entreprises françaises qui travaillent dans le pneu. Donc effectivement là on peut leur faire confiance. En ce qui concerne Venturi Space France, nous on travaille sur les systèmes embarqués. Donc en fait toute la partie, tout le cerveau, tout le cœur du rover est fait ici. J'ai coutume de dire qu'effectivement c'est vraiment la partie cerveau qui est construite ici. Donc on a ici le battery management system, les inverteurs, donc qui permet vraiment de gérer vraiment toute l'énergie de tout le système des batteries qui est situé ici. À terme, Venturi Space France aussi est destiné à faire l'assemblage d'intégration finale du rover. Donc ce sera ici, dans un bâtiment en devenir, qui sera bientôt, dont la première pierre va bientôt être posée d'ailleurs, d'ici quelques semaines, et qui se trouve pas loin puisque ce sera à côté de la piste des Géants. Ah, l'a bien nommé. On ne pouvait pas être mieux qu'à cet endroit-là. Donc voilà. Et puis on a aussi une partie qui est aux États-Unis, Venturi Space America, et qui nous permet de faire le lien effectivement entre ce qu'on fait nous ici en Europe et puis une autre entité qui est 100% américaine, mais qui est notre partenaire privilégié, Venturi Astrolab, qui est sur place en Californie. En plus, ce qu'il faut préciser, c'est que vous ne développez pas un rover, mais plusieurs types de rovers, et c'est d'ailleurs parce que tu parlais des différentes expertises, des différentes personnes qui travaillent chez Venturi Space International, j'ai envie de dire. C'est un astronaute, Jean-François Clairvoy, qui a fait 3 missions dans l'espace, qui est ambassadeur et expert chez Venturi Space, qui nous a parlé un petit peu de vos travaux, dans un précédent épisode d'ailleurs, et qui nous a dit, et c'est très vrai, que vous prépariez des rovers autonomes, mais aussi pour transporter du matériel et des astronautes. Comment est-ce que tu peux nous parler un petit peu des différentes classes de rovers que vous préparez? Alors il y a Flip, Flex, Mona Luna. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ces différentes gammes? Ah, sacré Jean-François, sacré Billy Bob, hein, il faut dire que c'est... Billy Bob, exactement. Effectivement, il est marqué. Ah, Jean-François, si tu nous écoutes. Live long and prosper. Billy Bob, qui est son surnom d'astronaute aux États-Unis, pour expliquer aux gens qui ne le sauraient pas. Effectivement, il a ce nom marqué sur sa combinaison. Effectivement, et du coup, on se met à l'appeler comme ça, nous aussi, du coup. Donc, effectivement, un ambassadeur de prestige pour nous. Vraiment, on a la chance d'avoir Jean-François parmi nous. Alors effectivement on a toute une gamme de rovers qui est construite. Alors il y a deux parties, hein. On a la partie Europe, la partie qui est américaine, qui encore une fois on le précise, donc est 100% américaine, hein. C'est une boîte qui est donc en Californie et qui développe alors là pour le coup des rovers très massifs, hein. On parle de rovers de plusieurs tonnes, hein, 2 tonnes à peu près, et qui eux peuvent être dédiés à effectivement des missions habitées, sur lesquelles on peut mettre des astronautes. Chaque fois, je cherche le terme pour dire mission habitée, ça fait un peu curieux, mais c'est vrai que ce sont des missions qui peuvent embarquer des astronautes contre des missions automatiques, on va dire. Donc là, on a des rovers qui sont assez massifs, qui peuvent emporter des charges utiles assez importantes, et qui sont dédiés au programme de la NASA. Donc là, c'est vraiment des programmes bien spécifiques et qui seraient susceptibles de pouvoir emporter, donc, dans ce qui concerne notre rover, le gros rover Flex, 2 personnes, donc, voire même un peu plus, puisqu'on peut avoir une sorte de marchepied un peu à l'avant. On essaie de voir un petit peu, à l'instar de son nom, hein, Flex, de pouvoir avoir des options versatiles en fait, qui permettent de pouvoir répondre à tout type de mission
que ce soit pour en particulier pour du travail, j'allais dire du BTP presque sur place, hein, du travaux lunaires, BTL, je vais appeler ça. Mais effectivement, ça peut être du terrassement, la préparation pour mettre les bases, sortir aussi toutes les charges utiles qui viendraient en fait des vaisseaux qui débarqueraient, pouvoir placer telle charge à tel endroit, etc., pour être capable de forer, pour être capable de prendre du sampling, etc., etc. Et en plus, ça, c'est avec les missions Artemis qui ont déjà commencé. Effectivement, ouais. Donc, alors, vous savez que les missions Artemis s'arrêtent pas de. Ça y est, elles sont évolutives, ces missions, hein. On s'est aperçu qu'effectivement, il y a eu une Artemis qui s'est placée, l'Artemis 3 qui a un peu shifté, avec l'Artemis 4, etc., etc. Donc, on est effectivement très en prise en fait avec ces missions. On est préparé pour répondre à ce type de mission également. On attend avec impatience la décision finale de la NASA. Donc pour ceux qui suivent un petit peu l'histoire, on fait partie des 3 finalistes donc, que la NASA a gardé pour choisir le rover final, on va dire. Et encore que, même à l'issue de cette décision, il y aura vraisemblablement 2 rovers qui seront choisis. Donc on croise les doigts, bien sûr, pour être l'un d'eux. Hello, c'est Thomas. J'apparais sauvagement dans le podcast pour faire une petite aparté actualité. Puisqu'entre le moment où nous avons enregistré le podcast avec Xavier et le moment où nous publions, eh bien ça a bougé. Puisque Astrolab, le partenaire privilégié de Venturi Space, a été sélectionné par la NASA pour fournir l'un des 2 futurs rovers lunaires pour les missions Artemis. Congrats Venturi et congrats Astrolab. Alors c'est CLV-1, Crewed Lunar Vehicle, qui sera sur la Lune, qui devrait faire du transport d'astronautes et d'équipements, et qui devrait aller sur notre satellite naturel pour un horizon 2028. Il est équipé de roues hyper déformables pour résister aux conditions extrêmes du sol au niveau du pôle sud lunaire et aux températures qui peuvent aller de moins 240 à plus 130 degrés. C'est énorme. Et les batteries, comme on en parlait un peu plus tôt dans le podcast, sont haute performance pour tenir durant les longues nuits d'hiver. Il y a eu aussi, pour les curieuses et curieux, Mauna Luna, qui est exposé la maquette taille réelle à la Cité de l'Espace, que je vous invite à aller découvrir parce que c'est un bijou de technologie. Et ça, c'est un rover qui est made in France. Oui, c'est un rover qui est, on va dire made in Europe parce qu'on a. Oui, tout à fait, made in Europe. Ouais, effectivement, oui. Mais même si on est content de l'accueillir ici à la Cité de l'Espace à Toulouse, donc on a ce beau modèle effectivement à l'échelle 1 qui donne une idée un petit peu de la taille de ces nouveaux rovers, hein, ces nouvelles générations. Jusqu'à présent, on avait des rovers. Alors là, je ne parle pas des rovers martiens parce que les rovers martiens sont obligés d'être assez massifs, mais pour les rovers lunaires ou pour les petits rovers qu'on envoie encore. Généralement, ces rovers sont dédiés à une mission spécifique et donc ont la taille de leur mission, j'allais dire. Alors que nous, on a pris un petit peu le problème à l'envers. On s'est dit qu'on devait construire un véhicule qui était plus massif et qui était capable de répondre à tout type de mission auquel il serait dédié. Et effectivement, ça peut partir de l'observation au sampling, au mapping aussi du terrain, à la collecte d'échantillons, et que sais-je encore. Donc effectivement, on a ces rovers qui sont assez massifs, hein. Celui-là fait à peu près 700 à 750 kg selon le type de cargo de charge utile qu'il pourra porter. Il fait 2,50 m de long, 1,50 m de haut, pour donner une idée un petit peu à nos auditeurs, quoi. C'est quand même quelque chose d'assez massif, hein, 1,65 m de large. On voit que c'est quand même un gros bébé. Et quand le panneau est sorti, on atteint pratiquement les 3 mètres de haut. Donc oui, c'est quand même quelque chose d'assez important. Ouais. Performant, élégant en plus, parce qu'il a un design épuré, très esthétique, très léché. Et pour celles et ceux qui voudraient vraiment s'imager de comment ce rover est, on a eu la chance d'échanger devant lui à la Cité de l'Espace lors de l'inauguration, donc je vous invite à aller découvrir cette vidéo. Et je pense que tu m'offres une transition toute bien trouvée pour notre instant Space Culture, parce que je crois me rappeler que tu voudrais nous parler d'une aventure qui bien sûr. passe effectivement. Alors j'ai en eu lien avec la Lune. la chance de recevoir le livre d'Apollo à Artemis, qui est aux éditions de Boeck Supérieur maintenant, qui a été écrit par Lucas Viglietti. Alors pour vous dresser un petit peu le paysage, Lucas Viglietti, c'est un pilote de ligne et commandant de bord long courrier, rien que ça,
qui, en parcourant le monde à travers ses escales, eh bien, s'est lié d'amitié et rentré en communication, en échange avec les astronautes du programme Apollo. Donc il a recueilli des témoignages, d'autres astronautes sur leurs perspectives, sur leur point de vue sur les missions Artemis, et il a dressé un petit peu un bilan passé et un bilan à venir de ce que l'humanité a à voir avec la Lune. Et c'est un résumé, disons, j'ai envie de dire un petit peu sommaire, parce qu'il y aurait encore des milliers de choses à en dire, mais de ce que nous avons fait et nous allons probablement faire sur la Lune. Donc je vous invite à lire d'Apollo à Artemis, parce que vraiment, ça vaut le coup. Et comme tu l'as si bien dit, on a une belle transition, puisque on parle aujourd'hui des missions Artemis et potentiellement, on le souhaite très fort, des prochains rovers autonomes, mais pas que, qui iront sur la Lune. Et parce que c'est un point important à montrer, mais tu parlais du fait qu'il y a déjà eu effectivement un rover qui a été sur la Lune avec les missions Apollo, et une grande réussite qui a permis aux équipages d'aller beaucoup plus loin que ce qu'on n'aurait pu jamais faire à pied. Mais on a aussi eu des petites frayeurs avec ces rovers, on a aussi eu des petites difficultés. Comment vous envisagez à l'heure actuelle, avant même d'en lancer un rover, on pense forcément aux problèmes qu'on peut avoir, et quand on est à 384 000 km de la Terre et des ingénieurs qui l'ont créé, on ne peut pas leur demander de l'aide à ce moment-là, ou en tout cas on doit se débrouiller tout seul. Donc quels sont, là tu nous parlais de rovers sur lesquels on mettrait des humains potentiellement, des rovers aussi autonomes, c'est quoi les mesures qu'on doit prendre pour s'assurer de la fiabilité d'un rover qu'on ne peut pas aller tester en conditions réelles? On fait tout ce qu'on peut sur Terre, mais quelles sont vos manières d'anticiper toutes ces difficultés? On aborde là un éventuels. sujet effectivement très très important, avec des problématiques qui sont différentes de celles que les astronautes ont pu rencontrer donc, lors des missions Apollo, avec des finalités qui sont aussi différentes. À l'époque, c'était vraiment un geste malgré tout très politique. Les missions Apollo ont été portées par les événements géopolitiques de l'époque, on va dire. Et donc, c'était presque des missions militaires, on va dire, même si c'était censé être porteur de paix, un grand pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité, pardon, un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Mais quelque part, voilà, on se rappelle du drapeau quand même qui a été planté, même s'il est tombé après quand le LEM a redécollé. Ça, peut-être, c'est l'histoire que souvent qu'on n'entend pas. On ne sait pas. Le drapeau est couché. Et ouais, le drapeau s'est fait décaniller en redécollant. Ça, c'est pas une petite histoire. Mais là, on attaque plutôt une période beaucoup plus liée à ce que pourrait être l'économie lunaire, autour des prochaines explorations. Et donc, on travaille sur des engins dont la fiabilité doit être vraiment un des facteurs les plus importants. Donc là, effectivement, on parle de... Et là-dedans, encore, il y a deux aspects. C'est l'aspect à la fois, l'aspect humain versus l'aspect automatique du rover. Donc pour l'aspect humain, évidemment, c'est la version plus des sécurités qu'il va falloir prendre autour des missions qui vont accompagner ces astronautes. Et là, il faut vraiment un travail d'assurance, de redondance de tous les systèmes et de performance qui permettrait donc aux astronautes de pouvoir être toujours en sécurité, quoi qu'il arrive au rover, on va dire. Alors, et d'ailleurs, de ce fait, on propose même dans les fonctions que pourrait avoir le rover comme le Flex, des fonctions de sauvetage des astronautes. Mais effectivement, on a aussi des programmes qui sont liés en fait à la sécurité de ces engins, qu'on essaie évidemment de minimiser, ces problèmes, qu'on essaie de minimiser déjà sur Terre. On a des comment ça s'appelle, des lunar testing, ce qu'on appelle, donc des moon testing, avec des endroits dans lesquels on a un simulant de régolithe qui nous permet de voir un petit peu dans quel contexte on pourrait se trouver, dans des cratères, comment essayer de ressortir, quel est le degré de pente qu'on peut remonter avec telle charge. Ça, c'est pour l'aspect, on va dire, du relief lunaire. Mais après aussi simuler des pannes
et retrouver des redondances qui pourraient passer par-dessus ces pannes, donc prévenir à la fois les astronautes et puis se dire, bon voilà, il faut retourner maintenant dans un endroit sûr, etc., etc. Il faut vraiment être carré sur ce sujet-là. Et même pour les versions automatiques, bien sûr, on a un cahier des charges qui est très solide. Pour vous donner une idée, hein, on a des cahiers des charges qui nous demandent d'être capable de faire 5000 km pendant 10 ans, par exemple. Chose qui n'était pas à l'ordre du jour, hein, pour les missions Apollo, évidemment. Mais là, donc voilà, on parle vraiment de quelque chose à long terme, avec des engins qui sont capables de fonctionner seuls par eux-mêmes, donc de manière automatique, des engins qui, si jamais il arrive un problème à un astronaute, par exemple, pourraient revenir automatiquement. Donc il faut penser à travailler la navigation, hein, vous voyez, navigation autonome, les systèmes qui pourraient supporter une charge spécifique, température spécifique, bref. Et tous ces cas de figure doivent être cochés pour être sûr de lancer ces gars-là avec le matériel adéquat et qui soit le plus sûr possible. Y compris même en automatique où bien sûr ce sont des missions qui sont très chères et pour assurer à la fois la pérennité et le succès des missions qui seront dévolues à ces engins. Et j'ai deux questions en une sur l'automatisation de ces rovers lunaires. La première, c'est donc, on parle d'automatisation. Est-ce que ce seraient des rovers qui seraient pilotés à distance depuis la Terre ou depuis des astronautes sur base? Ou est-ce qu'il y aurait peut-être une forme d'IA qui rentrerait là-dedans et qui serait programmée? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'est, on parlait de cartographie, de rovers qui puissent revenir. Est-ce que vous auriez un système GPS lunaire, alors pas comme on a sur Terre du coup, mais lunaire, qui serait mis en place? Comment vous fonctionnerez? Alors là, effectivement, ce sont des gros sujets, ça aussi, hein, la navigation. Et pour notre part, on essaie de voir effectivement les trois possibilités qu'il y a, c'est-à-dire la navigation sur place, avec un astronaute qui pourrait, avec un joystick, pouvoir bouger cet engin. Et là, on parle plutôt de l'aspect du flex, donc qu'il y a aux États-Unis. On a la navigation depuis le centre de contrôle, qui serait sur Terre. Donc là, pour le Mauna Luna, par exemple, ce centre de contrôle serait d'ailleurs à Toulouse, chez nous, dans le futur bâtiment. Et on a la navigation autonome totale, en envoyant un programme en fait au Mauna Luna, par exemple, puisqu'on parle de ce rover-là, en disant, ben voilà, je voudrais que tu ailles d'un point A à un point B. Tu te débrouilles avec tous les systèmes de navigation que tu peux avoir. Donc c'est vrai que ça peut être une navigation stellaire. On a des lidars, on a des radars, on a tout, qui fait que il va construire sa propre route en fait et décider par lui-même. Donc là, c'est vrai que là, on rejoint effectivement l'IA. Décider par lui-même de savoir si l'obstacle est assez grand et trop grand, j'allais dire, pour le contourner ou assez petit pour pouvoir passer par-dessus et continuer sa route. S'il doit le contourner, choisir si c'est à droite ou à gauche selon ce qu'il peut rencontrer derrière. Donc c'est assez. J'ai eu l'occasion de voir ça avec des gars qui travaillent justement sur la navigation chez nous, de voir comment l'engin peut voir à travers des nuages de points, en fait, voir un petit peu le relief et savoir un petit peu ce qui peut se passer presque derrière. Quoi. On se dit mais c'est pas possible comment il arrive à deviner alors qu'il n'a pas il n'y avait pas spécialement de caméra comme nous on peut imaginer, quoi. C'est assez hallucinant. Et le résultat est là, l'engin peut se balader d'un point A à un point B, effectivement, en mettant des obstacles à droite à gauche. C'est assez impressionnant. Et tu nous as parlé à 2 reprises de vos futurs locaux ici à Toulouse. Je voudrais juste faire un petit point ancrage parce qu'on est bien sûr toulousain et on est très ancré à notre ville. Vous avez l'air d'avoir un attachement particulier aussi à cette ville parce que c'est un gros projet, d'après ce que j'ai compris, ce dont tu nous parlais, près de la piste des Géants, donc un quartier de Toulouse, à Montaudran, disons. Vous avez prévu, je crois, à la base c'était une usine de 10 000 m². J'ai cru comprendre que vous avez un peu augmenté, que vous êtes environ à 15 000 m² prévus aujourd'hui. Quand est-ce que cette usine sera en état de fonctionner et quelles seront les principales missions qui seront allouées? C'est ce qu'on appelle le centre de technologie spatiale. En fait, ce sera son vrai nom, centre de technologie spatiale Venturi Space, qui est dédié effectivement à toute la conquête spatiale via les automobiles spatiales, on va dire, hein, via les rovers. Alors effectivement, à l'origine, on devait avoir 9 000 m², on est passé à 16 000 m², effectivement, sous la forme de 3 bâtiments qui vont être contigus. Et le long de la piste des Géants. Comme je disais, c'est vraiment un privilège. Hein. Vous savez que c'est un quartier qui se développe, et dont le nom à terme s'appellera Toulouse Aerospace.
Donc c'est vraiment l'endroit, effectivement, vous savez qu'il y a déjà le B612 qui est là-bas, toute la pépinière de petites entreprises liées au spatial et à l'aéronautique. Il y a Clément Ader, il y a Ascendance, enfin, il y a plein d'autres boîtes qui travaillent déjà sur place. Donc on est vraiment très heureux et très honorés de pouvoir mettre notre bâtiment sur place là-bas. Et effectivement, ce sera un bâtiment qui sera armé, j'allais dire, avec tous les équipements de dernier cri liés au spatial. Donc on parle de salle blanche, bien sûr, mais aussi de tout ce qui est lié en fait au test autour d'un engin comme un rover spatial. Donc là, on parle même d'un moon testing. Tiens, je pense parce que je pensais aux pots vibrants, je pense aux chambres thermovides, etc., etc. Mais on a surtout un moon testing, donc un endroit effectivement où on peut tester presque en conditions réelles, j'allais dire, mais en tout cas avec ce système, enfin ce régolithe, ce simulant de régolithe, et puis avec un offloading donc, qui permet de reproduire en quelque sorte la gravité lunaire et non pas la gravité terrestre, et donc tester vraiment au maximum, au plus près de ce qu'on pourrait ressentir sur la Lune, nos engins donc, sur place. Donc effectivement, alors évidemment ça prend beaucoup de place, et donc on a plein d'endroits sur lesquels on pourra faire nos tests, et évidemment tout le bureau d'études qui va être dédié à la construction de ce rover. Parce que tu nous parles là donc de nouvelles implantations à Toulouse, de nouvelles capacités, mais ça va aussi avec des nouvelles personnes. J'ai cru comprendre que vous alliez recruter un certain nombre. Vous avez déjà commencé, d'après ce que j'ai compris. Combien de personnes vous allez recruter? Et est-ce qu'il y a encore des types de profils spécifiques que vous recherchez? Nature, nous, ici, c'est vrai qu'on a une chance fabuleuse. C'est quand même, on a notre investisseur et président, donc Monsieur Pastor, qui nous soutient des mains, des bras et des épaules pour que ce projet soit un succès, et il y met les moyens, et grâce à lui donc on peut avancer vite. En fait, c'est vrai qu'on pourrait être considéré comme une start-up parce qu'on est assez récent quand même sur le marché du spatial, mais on sait que le problème le plus épineux d'une start-up, c'est trouver les fonds pour avancer. Et nous, on a cette chance de ne pas avoir à se préoccuper de cela. Donc, ce qui nous fait avancer à pas de géant. On a commencé, j'étais tout seul à l'époque, quand je suis arrivé, quand Gildo m'a fait l'honneur de prendre la direction de Venturi Space France. Et on est maintenant 35. Ça s'est fait en 1 an et demi. Et puis, on continue d'avancer. À terme, on devrait être, on va dire 120, 150. Alors c'est vrai que c'est très chronophage en temps, mais c'est très on va dire, employé-phage aussi, ce type de bureau d'études, car effectivement quand on voit un petit peu tout ce qu'il y a à développer, tous ces systèmes, enfin c'est infernal quoi. Là s'il y a des ingénieurs qui nous écoutent, c'est sûr qu'ils vont comprendre qu'effectivement ce type de projet nécessite une masse de matière grise assez impressionnante. Et c'est ce qu'il nous faut, c'est ce qu'on recherche encore, effectivement, oui. Ici, c'est surtout de l'ingénierie, ça passe de la mécatronique à la navigation, en passant par les systèmes embarqués, tout ce qui touche à la fois le software, le hardware. Oui, il y a de quoi faire. Donc les ingénieurs qui nous écoutent, ne pas hésiter à envoyer des petites candidatures spontanées éventuellement à Venturi Space France. Et tu parles ça justement pourrait tomber des au bon moment. ressources, d'une croissance extrêmement positive. Est-ce que, et c'est ce qui sera certainement ma dernière question, tu peux nous en dire quelques mots sur les ambitions de Venturi Space avec la NASA, avec Artemis, avec l'ESA aussi, vers l'avenir? Alors c'est vrai qu'on suit les programmes, on a cette chance d'avoir, alors d'abord, même si l'entreprise au niveau NASA, c'est une entreprise encore une fois 100% américaine, on dirait souligner surtout actuellement, c'est 100% américain, mais c'est sûr qu'on a un œil dessus parce que c'est vraiment un partenaire privilégié pour nous. Alors on a cette chance donc aux États-Unis ils ont cette chance de pouvoir travailler à la fois pour de l'institutionnel, donc la NASA, via le programme Artemis, mais aussi via des programmes privés qui peuvent... les États-Unis, évidemment, c'est pas pareil que l'Europe, mais donc il y a des moyens qui sont un petit peu différents. Mais on peut travailler au niveau commercial sur des missions privées avec des lanceurs
qui sont pris de manière privée aussi, et et nous on se, enfin, Astrolabe donc se positionne en tant que pourvoyeur de facilitateur, on va dire, pour des charges utiles qui pourraient être envoyées sur la Lune, et à titre privé. Donc du coup là on passe plus par la NASA en tant que telle, par le programme Artemis, mais par des boîtes qui seraient intéressées d'envoyer, de faire du sampling, aller chercher, de faire de l'observation, développer des systèmes d'observation qui pourraient être revendus plus tard, etc. Enfin, c'est vrai que là, pour le coup, l'économie lunaire est très prolixe en idées. C'est assez impressionnant. On voit et encore, je ne parle même pas de l'aspect publicitaire, qui est là avec toutes les idées qu'il y a eu de la part de constructeurs, comment ça s'appelle, de fabricants de montres, par exemple, ou même donc de multinationales avec des boissons gazeuses, par exemple, on peut imaginer. Mais c'est vrai qu'il y a tout type de publicité qui peut être adapté au milieu lunaire. Et effectivement, ce sera la prochaine, sûrement un grand Eldorado pour ce type d'économie. Effectivement. Donc ça, c'est pour la partie américaine. La partie européenne, on est plus lié, on va dire, à la partie institutionnelle, donc à l'ESA. Là, c'est une démarche différente, on va dire, mais on ne désespère pas effectivement d'avoir un impact commercial et pouvoir se débrouiller aussi à titre privé. On peut très bien envisager des missions privées. Pour l'instant, l'idée du Mauna Luna, c'est surtout de proposer une mission 100% européenne avec un rover européen, donc, qui serait donc le Mauna Luna, éventuellement, si possible, ce serait formidable, avec l'alunisseur européen, Argonaut, et qui serait envoyé par un lanceur européen, bien sûr, Ariane 6.4. Là, ce serait formidable. Écoute, tu me coupes l'herbe sous le pied sur ma dernière question parce qu'en tant que fan de lanceurs fusées avant tout, j'allais te demander sur quel lanceur vous comptiez, en tout cas vous envisagez de lancer ces deux beaux bébés, voire plus, parce qu'on en a cité deux, mais il y a d'autres formats qui existent. Donc là, tu nous as parlé pour Mauna Luna d'Ariane 6.4, qui serait la plus à même de réaliser ce travail-là. Au niveau américain, est-ce que vous avez déjà envisagé Alors là, pour l'instant, c'est vrai qu'on suit un lanceur petit peu idéal pour Flex à l'heure propose la actuelle? NASA. Jusqu'à présent, on parlait beaucoup du Starship. Qui était effectivement un lanceur idéal parce qu'on connaît un petit peu la masse qu'il peut envoyer. On est un petit peu lié au diamètre et à la charge embarquée du lanceur. Donc tout a été calculé en fonction du lanceur qui avait été proposé à l'époque, le Starship. Après, on s'adaptera au choix final de la NASA, quel qu'il soit. On sait quand même que ce sera un lanceur massif, quoi qu'il arrive. Donc là, encore une fois, on prépare déjà les possibles imprévus qu'il pourrait y avoir sur le programme tel qu'il a été présenté. Et je sais qu'on a bien fait parce qu'on a vu que la NASA a changé son fusil d'épaule tout récemment avec les nouvelles missions Artemis. Et donc du coup, on veut garder cette capacité, cette versatilité, cette flexibilité autour de la masse et de la taille des rovers qu'on pourrait envoyer de manière à s'adapter, même à dernière minute, façon de parler bien sûr, mais même au dernier moment, au lanceur qui sera choisi pour partir sur la Lune. Donc ça, à la limite, c'est vrai que on a ça évidemment derrière l'oreille, mais on n'est pas trop inquiet à ce sujet. Pour le moment, c'est vrai que l'idée initiale était de partir avec un Starship. Avant de te laisser conclure ce superbe podcast, Simon, j'aimerais te remercier, Xavier, de nous avoir accueillis ici chez Venturi Space France-Toulouse, si je puis dire, dans vos superbes locaux. Merci de nous avoir partagé tous ces éléments et pour cette discussion passionnante. Un grand merci pour ça. Et puisque chez Venturi Space, vous êtes amateur de challenge et de défis, j'en pose un sur la table. Un Mauna Luna qui ferait un wheel-in, un petit donut sur la Lune en dérapant. C'est envisageable, ça? Ça pourrait l'être, il faudrait juste demander aux ingénieurs de changer un petit peu le truc, mais pourquoi pas, ce serait assez marrant. Moi je pose ça là. Ah, voilà. Écoutez, ce serait formidable. On aurait juste peur peut-être qu'il cabre un peu trop, qu'il se retrouve après sur le dos comme une tortue. On serait bien embêté. Je suis prêt à aller le relever. Allez, soyons fous, c'est Noël.
Mais je m'associe à Thomas pour te remercier chaleureusement. Xavier, merci de ton temps, de ta passion que tu nous transmets pour plein de choses. Je ne m'attendais pas à faire des références d'automobiles dans ce podcast un jour, mais on parle effectivement d'automobiles lunaires, de futures automobiles lunaires dont on a très hâte de suivre les aventures. Merci encore pour tout ce que tu nous as proposé. On a hâte de revenir discuter avec toi de la suite, quand cette usine sera sortie de terre, quand le Mauna Luna aura fait ses premiers tests grandeur nature, même si je sais qu'il est passé par les arts récemment. En tout cas, il y a beaucoup de choses à en dire. On vous invite à suivre bien sûr les actualités de Venturi Space France et pas que. Et il me reste un dernier mot à te donner, une dernière petite surprise pour cette émission, qui est que les dernières secondes, minutes de notre podcast, elles sont les tiennes. On te donne les clés de l'émission. Tu as autant de temps que tu veux pour conclure cette émission. Et donc, il me reste plus qu'à te remercier une dernière fois. Le coup de l'Odyssée d'Homère, où j'aurais devoir avoir à vous lire pendant 20 heures cette belle œuvre. Non, je vais rester... D'abord, je tiens absolument à vous remercier à mon tour. C'est formidable de pouvoir discuter avec des passionnés comme vous. Et c'est vrai que là, on se retrouve sur le sujet. Et puis... ça dépasse l'espace, hein. C'est comment ça s'appelle, c'est l'énergie que donne la vie en général autour des rêves que suit l'homme un petit peu à droite à gauche, et c'est vrai que l'espace est vraiment quelque chose, un grand terrain de jeu, je crois, pour l'esprit pour tout le monde. Donc encore une fois, un grand merci à vous. Et pour rejoindre notre ami commun Billy Bob, alias Jean-François Clairvoy, qui cite souvent Star Trek, pour ma part, je citerai un autre bonhomme qui m'a toujours fait rigoler, qui s'appelle Buzz. Et donc je terminerai cette émission en disant vers l'infini et au-delà.